Bonsoir à tous. Merci d'être là pour la présentation de cet ouvrage Nancy-Paris 1871-1939, des bibliothèques au service de l'enseignement universitaire, de l'histoire de l'art et de l'archéologie, qui est apparu aux éditions des Cendres en 2018. Nous sommes vraiment très heureux de discuter aujourd'hui de ce livre avec les directeurs de publication, avec Daniela Gallo et Samuel Provost, qui sont tous les deux enseignants à l'Université de Lorraine, à Nancy, et qui ont en 2016 remporté la carte blanche que l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art, délivre à des projets d'excellence qui proposent une recherche inédite, parfois en synergie entre universités, musées ou différents acteurs. Là, c'est une proposition qui émanait du département de l'Université de Lorraine, du département d'histoire de l'art de l'Université de Lorraine-Nancy, et qui était portée par Samuel Provost et Daniela Gallo sur l'histoire même de cet institut qui très tôt a existé dans une université française, un institut d'archéologie, puis un institut d'histoire de l'art, doublé d'une bibliothèque et d'un musée d'archéologie dans une temporalité tout à fait exceptionnelle, comme les deux auteurs le rappellent dans leur introduction. Alors, ce projet visait à réunir l'ensemble des chercheurs du département autour des archives de Paul Perdrizet, qui était le fondateur, le père spirituel de cette faculté et de ce musée, de cette bibliothèque. Samuel Provost a d'ailleurs préparé, et bientôt cela sera accessible aussi, l'édition de la correspondance de Paul Perdrizet avec René Jean, qui était un des plus fidèles assistants, mais on va en parler tout à l'heure, de Jacques Doucet. Toute la faculté actuelle s'est mise finalement au service de cette histoire, de sa propre histoire, et de l'aveu même des acteurs de cette aventure. Ça a été un moment absolument fabuleux de fédération aussi des forces vives du département, et un moment de partage, de réflexion sur l'identité de la faculté, qui a été extrêmement important. C'est une carte blanche donc, qui a permis la réalisation, la carte blanche étant une aide financière et une collaboration scientifique, a permis la réalisation de 3 temps majeurs. D'une part, un colloque, une exposition. Le colloque l'année dernière, c'était une sorte de... Après, ouais, c'était une sorte de... Je remonte dans le temps. Et une exposition extrêmement intéressante sur le rôle de l'image dans l'enseignement de l'archéologie et de l'histoire de l'art à l'Université de Nancy, 1887-1928, qui est revenue en fait sur cette collection de photographies qui a été réunie par l'Institut d'archéologie de la faculté. C'est une tendance de fond actuellement, cet intérêt pour les photothèques, pour les collections pédagogiques d'images constituées par les grandes institutions. Et il faut noter que Nancy a fait partie des précurseurs dans la constitution de ces photothèques pour l'usage, des usages didactiques, des usages qui ont complètement modifié, transformé l'enseignement même de ces disciplines que sont l'archéologie et l'histoire de l'art. Et donc il y a cet ouvrage qui réunit des essais sur l'histoire de l'Institut, sur l'histoire de la bibliothèque, sur Paul Perdrizet lui-même. Et on a, à travers les essais qui sont réunis dans ce volume, une très belle réalisation de ces approches complémentaires. On a à la fois
la remise en contexte qui est très brillamment retracée dans l'introduction, avec le rappel de toutes ces bibliothèques qui naissent en Europe et aux États-Unis au même moment, et dont la bibliothèque de Nancy est un agent tout à fait conscient en fait et complètement inscrit dans ces constellations savantes de l'histoire de l'art naissante. Et ça, c'est un point qui est très clairement aussi mis en avant dans ce livre, c'est à quel point on est dans ces années-là, au tournant du siècle, dans l'affirmation d'une discipline qui s'articule en tant que discipline universitaire, mais aussi en tant que discipline organisant ses savoirs, et la structuration même de la bibliothèque et des bibliothèques au même moment sont des expérimentations autour de ces constellations de savoirs qui sont mobilisées par l'histoire de l'art. Et c'est aussi ce qui est très intéressant dans le texte de Gilles Marseille, dans ce volume, sur les espaces de la bibliothèque dans la ville, mais aussi ces espaces en tant que lieu de lecture et lieu de recherche, qui au même moment sont des moments d'expérimentation très connus, très médiatisés par la suite, comme celle de Warburg, mais qui ici est évidemment, on en parlera tout à l'heure par Jacques Doucet, sont en fait un symptôme de cette discipline qui est en train de se penser. Et ce qui est évidemment très, 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 très fascinant dans cet ouvrage, c'est qu'il aborde la question de façon très complète aussi, avec la dimension non seulement d'histoire de la discipline et de cette question de l'inscription dans des réseaux savants, mais aussi sa dimension idéologique et politique, ce qu'on voit par exemple dans le texte de Valérie Cerdon, très bien, qui évoque le contexte de l'annexion, puisque Nancy joue un rôle d'avant-poste après la perte de l'Alsace et de la Lorraine, et qui va être en tout cas aussi un des lieux à la fois de contestation politique, mais aussi d'affirmation de la France dans une sorte de rivalité avec les universités et la façon dont on pense l'archéologie et la science des bibliothèques en Allemagne. Et enfin, ce qui est très intéressant, c'est de replacer aussi Paul Perdrizet, dont Samuel va nous reparler aussi ce soir, dans une lecture plurielle, puisqu'il était archéologue, mais aussi historien de l'art, qu'il a aussi bien travaillé sur l'Antiquité et le Moyen-Âge, et qu'il l'a fait à la fois dans une perspective européenne, mais aussi en s'intéressant au patrimoine local, ce qui l'inscrit vraiment dans aussi des sociabilités très marquées par le territoire, tout en se revendiquant donc un héritier des Mille Malles. Donc c'est vraiment un personnage tout à fait symptomatique. Et je voudrais remercier ce soir Daniela Gallo et Samuel Provost de venir partager avec nous voilà, le fruit de leur recherche, de leur enquête qu'ils ont menée avec leurs collègues. Et encore une fois, dire le bonheur que ça a été pour l'INHA de soutenir cette recherche. Voilà, merci beaucoup. Et donc, je passe tout de suite la parole à Marianne Sarda, qui est conseillère scientifique pour le domaine histoire de l'art. Histoire et théorie de l'histoire de l'art et du patrimoine. Mais ça me rassure. Voilà. Qui mène donc ici un programme sur l'histoire de la bibliothèque d'art et d'archéologie de Jacques Doucet. Merci. Donc bonsoir à tous. Je voulais juste dire un petit mot, mais plutôt pour accueillir en fait nos intervenants et plus les introduire indirectement par l'objet d'étude. Donc en tant qu'effectivement co-animatrice de ce programme de recherche que nous avons ouvert
en 2018 avec Anne-Elisabeth Burgsdorf, qui est directrice de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Donc, programme consacré à la toute première bibliothèque d'art et d'archéologie fondée par Jacques Doucet et jusqu'à son don à l'Université de Paris, donc jusqu'au dernier jour de l'année 1917. Programme de recherche qui regroupe des personnels, aussi bien de la bibliothèque que de la direction des études et de la recherche, et programme qui est encadré, guidé dans ses travaux par un comité scientifique dont évidemment Samuel Provost fait partie. Alors je ne vais pas expliquer ce que c'est que ce programme parce que je pense que l'essentiel c'est de passer la parole à Daniela et Samuel, mais pour être très très brève, en fait nous sommes partis d'un état des lieux qui est tout simple, c'est que cette première bibliothèque d'art et d'archéologie, vraiment cette toute première bibliothèque fondée par Jacques Doucet, elle est réputée être une bibliothèque sans archives, sans source directe, vraiment qui daterait de cette époque, qui daterait d'avant le don à l'université. Et comme chacun le sait, qu'il soit historien de l'art ou historien, ce genre d'affirmation n'est jamais totalement vraie ni totalement fausse. Donc on est parti du principe, et au travers de quelques exemples, qu'on pouvait en fait s'attaquer finalement un siècle après ce don fabuleux à l'Université de Paris, s'attaquer à cette première bibliothèque et entreprendre une véritable, alors là c'est aussi une manière de renvoyer à nouveau aussi bien à Père Drizet qu'à Samuel Provost, et le faire à la manière véritable d'une fouille archéologique avec ce souci de guetter, de traquer la moindre trace d'archives ou de témoignages relatifs à cette première bibliothèque, mais sachant que cette trace, il est très important pour nous qu'elle soit documentée, c'est-à-dire qu'elle demeure dans, je dirais presque son contexte stratigraphique, et qu'elle puisse nous éclairer sur cette première bibliothèque. Alors, l'idée était de vous citer juste deux petits exemples tout à fait récents. C'est un travail très collectif, hein, donc je ne suis pas nécessairement responsable de tout ce que je vais vous dire. C'est vraiment un croisement des regards entre les uns et les autres. Mais par exemple, bon, en ce qui me concerne, je suis particulièrement chargée de la liste, qui est une liste à la fois que l'on ne cesse de restreindre et d'augmenter, de la liste des collaborateurs de Jacques Doucet dans la constitution de cette première bibliothèque. Et tout à fait récemment, on inscrivait sur la liste deux nouveaux noms, au travers, enfin, un nom n'était pas tout à fait nouveau, mais l'autre oui. Donc je vais vous les citer: Louise Pillon, mariée Lefrançois, enfin épouse Lefrançois, et Jacques Mayer. Et pour vous donner un exemple, voilà la manière dont on procède. On se dit mais ces personnes, quelles sont-elles exactement, quel était leur statut de collaborateur, qu'est-ce qu'elles ont apporté à la bibliothèque, etc., etc. Alors pour la première, Louise Pillon, effectivement, ce nom il nous était connu depuis un petit moment. On savait que Doucet lui avait confié, enfin l'équipe de Doucet, en l'occurrence probablement plus René Jean, son bibliothécaire, un projet de répertoire analytique et iconographique des reproductions de peintures de manuscrits. Mais voilà, on n'en savait pas beaucoup plus. Et finalement, effectivement, quand on cherche, il y a une lettre de Louise Pillon à René Jean, qui est conservée à dans les archives alors les quelques archives que nous avons, qui effectivement sont, par exemple, toutes les lettres adressées à René Jean. Une lettre où Louise Pillon dit qu'elle a besoin d'accéder aux ressources de la bibliothèque. Et effectivement, quand on dépouille le fichier des lecteurs, donc ça c'est un travail qui a été fait par quelqu'un d'autre dans l'équipe, Louise Pillon apparaît fréquenter de manière assez... elle est venue 20 fois en 1910, ensuite 74 fois en 1911, 104 fois en 1912, et puis ça tombe, elle ne vient plus que 3 fois en 1913, et ensuite 5 fois en 1914, et on pense que justement, ça c'est peut-être, et c'était Samuel qui nous l'avait signalé lors du premier comité, René Jean et Jacques Doucet recrutaient leurs collaborateurs parmi les lecteurs. Parce que Louise Pillon, en l'occurrence, nous avons ses ouvrages à la bibliothèque, elle a fait une thèse d'histoire de l'art, donc c'est un profil
profil qui, même si c'est assez rare pour une femme au début du siècle, mais en tout cas c'est un profil que l'on connaît. Elle a fait une thèse en histoire de l'art à l'école du Louvre en 1907 sur la sculpture du XIIIe siècle, et elle a commencé très rapidement effectivement à publier sur la sculpture des XIIe et XIIIe siècles, et donc elle a eu besoin d'accéder à cette bibliothèque en constitution et a ainsi peut-être recruté par Doucet et René Jean pour contribuer à développer cette bibliothèque, à accueillir les lecteurs, à enrichir les fonds. Alors, c'est bien évidemment quelqu'un sur laquelle on va essayer d'avoir beaucoup plus de renseignements, de rechercher des archives pour documenter notre bibliothèque. L'autre exemple, Jacques Mayer, est apparu tout à fait récemment. Avec l'initiale J, c'est un nom que l'on trouve en 1912 et 13 sur les pages de couverture du répertoire d'art et d'archéologie, et qui est identifié comme un collaborateur non seulement du répertoire, mais il est noté de la bibliothèque d'art et d'archéologie. Donc on cherche un peu plus loin, on n'a pas de nom d'auteur, d'historien de l'art qui porterait ce nom, et dans le fichier des lecteurs, on trouve effectivement un Jacques Mayer, qui vient 44 fois en 1910 à la bibliothèque, 100 fois en 1911. Donc est-ce que 100 visites permettaient d'accéder au statut de collaborateur? On ne sait pas, puisque après il vient moins, mais en fait à partir de 1912, il est collaborateur, il fait partie de l'équipe de Doucet, et malheureusement il décède le 22 août 1913, et à ce jour, alors nous ne connaissons ni date de naissance et de mort pour ce personnage, ni son activité avant de venir à la bibliothèque Doucet. Donc voilà, c'est un type de recherche que l'on va faire. À la fois dans ce programme de recherche, on va confronter toutes ces petites traces que nous trouvons qui sont éventuellement des archives qui ne documentent pas forcément directement la bibliothèque, mais qui nous aident à comprendre le réseau des collaborateurs. On va les confronter au fond. Et un de nos membres du groupe de travail, conservateur à la bibliothèque, a commencé quelque chose de très intéressant sur le système de cotation, et qui est vraiment un travail extrêmement ardu, mais qui est un travail qui permet d'expliciter la manière dont la bibliothèque a été organisée, fondée, puisqu'un des premiers voyages, lorsque René Jean accepte la fonction de bibliothécaire pour Doucet au 1er septembre 1908, donc lorsqu'il accepte cette fonction que lui confie Jacques Doucet, l'un des premiers voyages qu'il va faire, c'est pour aller voir la bibliothèque des musées royaux de Berlin, et il a rendez-vous avec le bibliothécaire, le conservateur bibliothécaire, il veut comprendre comment la bibliothèque a été organisée, structurée. Donc notre collègue conservateur à la bibliothèque qui a commencé ce travail sur le système de cotation, ce qui est encore une fois là une fouille, parce que les systèmes de cotation successifs ont recouvert les autres, on gommait les cotes, quand on les barrait c'était bien parce qu'on les conserve, mais le plus souvent on les gommait. Donc il a retrouvé un tout premier système de cotation qui était un système de cotation par couleur, assez simple, tout à fait à l'origine en 1908 de la bibliothèque. Et dès 1911-1912, on voit apparaître un système de lettres, et surtout avec des pôles structurants pour la bibliothèque. Et ça, c'est intéressant parce qu'à la différence des grands fonds colorés de départ, on voit apparaître justement des choses que l'on recoupe avec des recherches individuelles par ailleurs que nous avons pu mener ou que nous allons mener. On voit apparaître par exemple un fonds sur le costume, et on voit apparaître dans cette nouvelle cotation un fonds de traité des métiers. Donc voilà, juste pour vous expliquer très rapidement comment on travaille sur ce programme de recherche. Il n'y a aucune image parce que ce sont des travaux en cours, donc c'est vraiment plus pour éveiller votre intérêt, mais c'était aussi pour dire que bien évidemment, quand on a à la fois dans cet ensemble de collaborateurs, alors dont les statuts sont très variés, et puis même la notion de collaboration, elle sera à préciser. Puisque est-ce qu'il y a eu rétribution, quel était le temps consacré, quelle était l'aide exactement? Eh bien, quand on a dans ce volet de collaborateurs une figure comme Paul Perdrizet, évidemment, c'est un bonheur de pouvoir travailler avec les gens qui ont travaillé sur Perdrizet, et d'autant plus que là aussi, ce n'est pas seulement des archives de collaborateurs ou la figure d'un collaborateur et toute sa correspondance qui viennent en écho de la bibliothèque d'art et d'archéologie, mais des fonds, comme France l'a rappelé.
des fonds iconographiques et des fonds de livres par rapport à ces premières bibliothèques qui répondaient à cette discipline naissante qui se structurait et qui s'organisait. Donc voilà, c'est un grand plaisir pour nous dans ce programme de recherche et je tenais vraiment à rendre hommage au travail qui a été fait, parce que pour nous, dans notre recherche sur cette bibliothèque finalement sans archives, eh bien, on a au moins un premier pavé, une première somme de travaux d'une richesse extraordinaire et de très très précieuse pour nous. Donc merci beaucoup à tous les deux et surtout, voilà, je vous passe la parole et puis je vais me permettre d'aller m'asseoir pour mieux vous écouter et suivre vos présentations. Merci. Merci. Merci de la part de Samuel Provost à vous tous. Merci à la précédente direction de l'INHA qui nous a octroyé la carte blanche. Merci à l'actuelle pour l'accueil qui a fait notre travail. Merci aussi à la responsable des éditions qui n'est pas là, Marianne Dautrey, mais qui a aussi beaucoup œuvré pour cette soirée. Merci infiniment à l'éditeur, Marc Kopilov, des éditions de Sandre, qui a accepté courageusement de nous éditer. Nous n'en revenons pas, nous sommes très orgueilleux parce qu'en plus le livre est très très beau. Donc merci, nous sommes fiers, merci beaucoup. Et donc, comme vous l'avez entendu, la carte blanche pour nous s'est déroulée en 3 volets. Le livre, bien sûr, l'exposition dont France Nellich a parlé et la correspondance. De ces 2 derniers projets parlera Samuel Provost. Et puis, plus tard, cet automne aussi, le colloque Perdrizet, qui est un peu une conséquence des travaux de la carte blanche. Je me concentrerai sur le livre. Et à ce propos, je vais aussi remercier les autres collègues qui ne sont pas là ce soir, Gilles Marseille, Frédéric Tixier et Valérie Cerdon. Un remerciement aussi à Anne-Elisabeth Bustorff et à Michela Passini qui sont venus à Nancy au mois de novembre pour présenter le livre à Nancy même. Donc ce volume qui porte donc sur l'importance des bibliothèques au service de l'enseignement universitaire de l'histoire de l'art et de l'archéologie à une période charnière dans l'histoire de notre discipline, la fin du 19e et les premières décennies du 20e siècle, un moment très favorable à l'histoire de l'art, un moment où la discipline était porteuse, soutenue par les travaux des musées, mais aussi par ces départements qui s'ouvraient un peu à la fois dans les différents pays d'Europe et en France, entre autres. Pour Nancy, cette expérience a été très particulière parce que c'était aussi une façon d'affirmer que la culture française était digne du niveau de la culture allemande en face, c'est-à-dire l'université de Strasbourg. Dans ce volume, à travers 6 chapitres, nous avons essayé de reparcourir l'histoire de l'Institut d'archéologie classique. C'est Samuel Provost qui s'est occupé de cette partie. Il en dira quelques mots aussi, lui-même. Ensuite, nous avons considéré la réalité des bibliothèques à Nancy. Bibliothèque communale, municipale, bibliothèque universitaire, à partir de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la période qui était la nôtre. Gilles Marseille montre bien, à travers ses recherches, comment, dans l'histoire des bibliothèques, en parcourant l'histoire des bibliothèques, on peut aussi comprendre l'évolution de l'enseignement universitaire à la même époque. C'est-à-dire des savoirs qui se spécialisent et qui donc chacun a besoin de sa propre bibliothèque, et en même temps une volonté centrifuge de réunir un peu tous les savoirs aussi dans un seul lieu, comme c'est le cas pour la bibliothèque municipale. 3e étape, les bibliothèques de Paul Perdrizet, c'est encore Samuel Provost qui s'en est occupé, la bibliothèque personnelle, celle du nouvel Institut d'archéologie classique, et bien sûr le travail de Paul Perdrizet avec René Jean pour la bibliothèque Doucet à Paris. Travail avec René Jean qui s'achève en 1917 pratiquement, lorsque la bibliothèque est donnée à la Sorbonne, à l'Université de Paris. Parce que là,
c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupera. Ce n'est plus René Jean, c'est André Joubin qui est devenu le nouveau responsable en tant que nouveau professeur à la Sorbonne. Et donc, Père Drizet se détache complètement de cette réalité, pas tellement content parce qu'il aurait aimé assumer lui-même probablement cette responsabilité. À partir de cette histoire, il y a eu deux contributions qui ont porté en particulier, et une en particulier, sur l'enseignement universitaire, c'est-à-dire la constitution de ces nouvelles bibliothèques, quelles conséquences a eu concrètement dans l'enseignement de l'histoire de l'art. Et donc on voit venir le Moyen-Âge, la période du Moyen-Âge, l'histoire de l'art du Moyen-Âge, on la voit venir comme une science de plus en plus importante, de plus en plus intéressante. C'est Valérie Cerdon qui s'en est occupée, à partir de la figure de Christian Pfister, qui a créé l'enseignement universitaire de ce qu'on appelait une histoire régionale à Nancy. Donc c'était un médiéviste, spécialiste de l'Alsace et de la Lorraine, protestant libéral, qui opte pour la nationalité française en 1871. C'était un normalien de la promotion de Jean Jaurès et Henri Bergson. Et il enseigne à l'université, mais il donne aussi des cours publics et il fonde les Annales de l'Est, c'est-à-dire une figure très importante. Et à partir de ces cours publics, il arrive à préparer un matériel énorme qui amènera à la réalisation, à la rédaction d'une très très grande histoire de Nancy en 3 tomes de 1764 pages, 600 illustrations à partir de 1896. Donc l'histoire du Moyen-Âge comme histoire régionale, et c'est en partie dans cette perspective aussi qui se place Frédéric Tixier en étudiant le travail de Père Drizet comme médiéviste, sa collaboration avec René Jean du point de vue des achats des livres concernant le Moyen-Âge. Ce sont des achats qui s'étalent en particulier dans les années 1909-1911, qui considèrent des monographies régionales, des manuels de référence, par exemple sur la gravure sur bois et la gravure sur métal, l'acquisition de périodiques les plus importants à l'époque. Par exemple, il suggère à René Jean d'acheter la Zeitschrift für christliche Kunst. Il conseille aussi l'achat de travaux universitaires, au moins de prendre en considération les travaux de ses élèves. Père Drizet avait soutenu 2 thèses sur l'art du Moyen-Âge avec Émile Malle, donc c'est un des premiers thésards d'Émile Malle. La thèse principale sur la Vierge de Miséricorde et la seconde, la petite thèse, sur un traité de théologie latine qui était très diffusé à la fin du Moyen-Âge, le Speculum Humanae Salvationis. Et dans cette lignée, dans cette perspective, en étant fidèle à son maître, Père Drizet conseille aussi beaucoup d'achats de sources textuelles qui portent aussi bien sur l'histoire que sur la liturgie et que sur la langue. Dernier chapitre du livre, c'était un essai d'histoire de cas, c'est-à-dire essayer de voir comment, à travers la correspondance dont nous disposions, on pouvait essayer de comprendre d'autres critères éventuellement qui ont poussé Père Drizet à conseiller des achats de livres pour cette nouvelle bibliothèque parisienne. Et alors, le cas qui a été choisi est celui d'un livre qui porte d'un répertoire sur les monuments antiques de Rome, qui avait été publié en 1621, un ouvrage de Étienne Dupeyrac, un artiste qui se rend à Rome à la seconde moitié du XVIe siècle et qui abandonne un peu son activité en tant que peintre, devient graveur important, et surtout il comprend qu'est-ce qu'on pouvait tirer de l'avancement dans le domaine de la gravure, du point de vue de l'édition, et donc il s'investit dans ce type d'ouvrage. Et donc en essayant de comprendre pourquoi Père Drizet conseille cet achat, l'achat d'un exemplaire particulier, annoté, donc avec des annotations manuscrites, on ne sait pas très bien de qui, mais néanmoins des annotations très importantes qui portent sur la traduction des légendes de l'ouvrage et qui permettent de suivre un peu l'historique de cet objet livre
Donc un objet livre qui devient à nouveau intéressant au moment dans lequel on essaye de peut-être de le rééditer, on ne sait pas trop, moi quand même de le traduire en français, peut-être par un dilettante, simplement pour une bibliothèque privée, ou est-ce qu'il fallait voir là un projet de nouvelle édition? Ce n'est pas clair. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire intéressante qui arrive donc jusqu'à l'année 1909, parce que c'est à ce moment-là, à l'hiver 1909, que Père Drizet conseille cette acquisition. Et donc, je me suis un peu demandé pourquoi en 1909 cet ouvrage avait un quelque intérêt. Et là, on voit très bien que nous sommes en plein dans l'évolution de la science archéologique, en particulier pour ce qui concerne Rome, c'est-à-dire des intérêts qui portent de plus en plus sur la topographie, l'étude de la topographie romaine, et aussi un moment dans lequel les architectes s'intéressent à l'urbanisme, donc des expériences qui portent sur l'urbanisme. Et on se rend compte que ce type d'ouvrage était très recherché par les archéologues eux-mêmes, qui se constituaient des bibliothèques importantes, comme par exemple Rodolfo Lanciani, un ingénieur qui était devenu archéologue et qui avait commencé le relevé archéologique du sol de Rome et qui deviendra une figure phare de l'archéologie romaine dans les premières années du XXe siècle. Et encore, un autre grand collectionneur de ce type d'ouvrage, Thomas Ashley, le directeur de l'école britannique de Rome de 1906 à 1924, les deux ont vraiment constitué des bibliothèques d'ouvrages sur les monuments antiques de Rome très importantes, comme la bibliothèque Michaelis du reste, qui était à Strasbourg et que Père Drizet aurait voulu acheter, peut-être pour la bibliothèque parisienne d'abord, dans un second moment éventuellement pour l'université de Nancy. Ça rate dans les deux cas, mais néanmoins une bibliothèque très importante. Et donc, la constitution de la bibliothèque d'Ossé nous a apparu de plus en plus dans l'air du temps, au fond, par rapport à cette période. Ce n'était pas la seule, avec les autres que nous citons dans l'introduction, mais c'est vraiment un moment très intéressant pour certains ouvrages. Et donc, il me semble que l'étude de l'objet livre est particulièrement intéressante. Il faudrait le faire de plus en plus. Comme on étudie un objet œuvre d'art, quel qu'il soit, une peinture ou une sculpture, un objet dans son historique à un moment donné, le livre peut être abordé absolument de la même façon et il peut permettre de comprendre l'évolution du savoir, mais aussi l'histoire du marché, l'histoire de la culture, l'histoire du goût, dans le sens le plus vaste. Enfin, il me semble que, à travers les sujets qui ont émergé dans nos recherches, on peut encore voir comment, en s'occupant de l'enseignement universitaire à Nancy et de l'histoire de la bibliothèque de Jacques Doucet, on peut voir comment il y a des savoirs qui ont émergé dans ce tournant du XIXe siècle, c'est-à-dire l'histoire régionale dont je viens de parler, une histoire régionale qui est à la pointe, exactement comme dans l'Europe des premières décennies du XVIIIe siècle, au moment des guerres de succession. Là aussi, dans beaucoup de pays d'Europe, dans des États, l'histoire régionale avait été importante. C'est le cas, par exemple, de la Toscane. La fin de la dynastie des Médicis amène les Toscans à s'intéresser à l'histoire de leur région, de leur État, revenir aux Étrusques, à l'histoire du Moyen-Âge, entre autres déjà. Donc on voit comment, dans des moments très particuliers, où l'histoire politique très particulière touche à l'identité nationale, cela amène à se questionner à niveau sur sa propre histoire. Et c'est ce qui s'est passé dans cette région frontalière de la Lorraine à cette même époque. En même temps, nous assistons dans l'enseignement à l'importance, bien sûr, de l'archéologie classique, de l'archéologie grecque, et c'est du reste c'était des archéologues athéniens qui enseignaient à Nancy. Donc dans les cours, on faisait part des nouveautés de ces savoirs archéologiques, mais en même temps, un peu à la fois, on voit arriver aussi Rome et son histoire. Rome qui avait toujours été délaissée parce que c'était toujours un peu la cousine pauvre au fond pour les antiquisants. Rome qui n'avait fait que reprendre des idées grecques, l'art grec, et n'avait rien inventé. Rome qui était revenue sur le devant de la scène depuis quelques années,
car Friedrich von Thun, à Rome, en 1881, avait identifié tout un ensemble de reliefs comme faisant partie de l'Arapacis Auguste, donc des reliefs d'une très très grande valeur, et donc c'est un romain qui commençait à être réévalué. À Vienne, Wyckoff, en 1895, avait brossé la première esquisse historique sur l'art romain dans son Wiener Genesis, et puis encore, sur les pas de Wyckoff, Riegel, Alois Riegel, qui en 1901 avait publié son livre très important, L'art industriel de l'Empire romain. Donc ce retour à l'art de Rome aussi dans l'enseignement universitaire, ou bien cette arrivée de l'art de Rome dans l'enseignement universitaire, était encore miroir de l'évolution du savoir dans l'Europe contemporaine. Enfin, comme le rappellera Samuel dans quelques minutes, à l'université, et à Nancy en particulier, on commencera aussi à enseigner l'art de la Renaissance italienne, entre autres, et donc en ouvrant de plus en plus la perspective chronologique de ce savoir dans l'histoire de l'art. Pour résumer, on peut dire que les livres et les bibliothèques, à cette époque, témoignent aussi d'une ouverture européenne, d'un savoir européen, d'un savoir cosmopolite. On est au courant de tout ce qu'on fait. Du reste, encore aujourd'hui, dans ce qui reste de l'ancienne bibliothèque de notre département, on peut tout à fait constater cette réalité. Un savoir européen, un patrimoine européen qui en même temps était fondé sur des ouvrages qui, eux, étaient marqués par l'histoire des nations. C'est-à-dire que ces savoirs témoignent aussi des débats nationalistes, au fond, de cette période. Donc une histoire très riche, une histoire complexe, qui mérite, il me semble, de continuer à être approfondie. Merci de nous avoir permis de faire ce travail et d'arriver à ce type de réflexion. Merci Daniela. Donc je remercie à mon tour effectivement la direction de l'INHA de nous avoir donné l'opportunité de mener ce projet. Et comme l'a rappelé tout à l'heure France Nerlich, je pense que l'originalité par rapport à peut-être à d'autres cartes blanches ou à d'autres projets, c'est d'avoir pu fédérer effectivement absolument tous les enseignants-chercheurs du département d'histoire de l'art et d'archéologie de Nancy, enfin l'université Lorraine, puisqu'il n'est qu'à Nancy, puisque tout le monde a participé. Alors tout le monde n'a pas participé au livre, mais tout le monde a participé à la carte blanche si on prend en compte l'exposition. Et donc vraiment, c'était un thème qui permettait de fédérer effectivement les efforts de tout à chacun, puisque justement, comme vient de le rappeler Daniela, cet enseignement avait su très tôt s'ouvrir à toutes les périodes. Et bien, ça voulait dire partant que nous autres chercheurs contemporains trouvions notre miel pratiquement à un endroit ou l'autre dans le fond. Alors, comme je le rappelle avec cette première diapositive, en fait, la carte blanche permettait de traiter, de valoriser, d'étudier des fonds qui, par ailleurs, étaient justement partagés entre notre université et l'INHA, puisque, évidemment, grâce à la générosité de Sylvie Maignan, qui est là ce soir, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir, donc la fille de René Jean. Les autographes René Jean sont déposés à l'INHA et ils constituent le fonds de correspondance active de Paul Perdrizet le plus important, comme j'y reviendrai tout à l'heure. Donc pour moi qui avais commencé à travailler sur Paul Perdrizet en 2014, c'était de toute manière une source absolument essentielle et donc je suis très, très heureux d'avoir pu profiter de cette carte blanche pour mener à bien le projet d'édition correspondant. Alors, je vais revenir un petit peu quand même sur Paul Perdrizet, puisque finalement, c'est le dénominateur commun des trois versants de cette carte blanche. Rappeler très brièvement son parcours très, très brillant, puisqu'il rentre classique à Normal Sup en 1890. Il passe rapidement à l'agrégation de lettres, et puis il part à Athènes. Et ce séjour athénien est extrêmement important pour la suite, et il est extrêmement important pour notre sujet. Parce qu'il devient, à l'école française d'Athènes, très vite l'un des seconds les plus importants du directeur de l'école, qui est Théophile Homole, et qui, à cette époque, vient juste d'ouvrir le grand chantier, ce qu'on appelle la grande fouille,
la grande fouille du sanctuaire d'Apollon à Delphes. Et Paul Péadrizet est dans l'équipe des jeunes Athéniens de cette époque-là le seul véritable archéologue. Enfin, plus exactement, au départ, il est un philologue, mais il est le seul qui fait l'effort de se convertir à l'archéologie et de prendre en compte les nouvelles méthodes comme la stratigraphie, la céramologie qui sont nécessaires pour faire de l'archéologie dès la fin du 19e siècle. Il se rend donc indispensable et c'est la raison pour laquelle il va faire un séjour qui est beaucoup plus long que les séjours ordinaires. À l'époque, le séjour ordinaire est de 3 ans à l'École française d'Athènes et lui, il va rester 6 ans, puisqu'en fait, il va rester jusqu'en 1899, venir occuper un poste de maître de conférence de langue et littérature grecque à Nancy, et puis repartir immédiatement une nouvelle année, rappelé par Théophile Hommol, qui en a trop besoin pour terminer la fouille de Delphes. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, ça va asseoir sa réputation comme archéologue à l'échelle internationale, puisque le volume des petits monuments figurés qu'il va publier en 1908 est le premier volume des fouilles de Delphes, une publication qui est très très compliquée, qui s'est échelonnée jusqu'aux années 20 incluses. Et d'autre part, surtout, comme il est quelqu'un de très ouvert, de très sociable, il va multiplier les contacts dans toutes les écoles étrangères d'Athènes, à l'Institut allemand, à l'école britannique, à l'école américaine et dans d'autres écoles encore. Et il va se forger là un réseau incomparable qu'il saura mettre à profit ensuite pendant toute sa carrière pour constituer justement la bibliothèque d'archéologie d'histoire de l'art de Nancy et pour conduire ses propres travaux scientifiques. Parce qu'évidemment, les jeunes archéologues qu'il fréquente donc à l'Institut allemand ou bien à l'Institut autrichien d'ailleurs aussi, ou à l'école américaine, une fois rentrés chez eux, occuperont bien sûr des postes de responsabilité importants. Donc il rentre à Nancy, où d'abord il est en fait enseignant de philologie, mais il réussit à créer un cours d'archéologie et en constituant, en organisant le musée correspondant, le musée archéologique correspondant, il se fait finalement créer une chaire d'archéologie et d'histoire de l'art en 1909, qui est l'une des premières en France à porter ce double intitulé, et en fait une des premières chaires d'archéologie tout court. Et ce qui est intéressant dans le cas nancéen, c'est qu'il procède à rebours, c'est-à-dire que dans les autres universités, on commence par créer en fait l'enseignement, et puis ensuite on crée le musée et la bibliothèque, tandis que lui a dû procéder à l'envers et imposer en fait la chaire en ayant réussi déjà à organiser une bibliothèque et un musée. Alors, il restera à Nancy jusqu'à la Première Guerre mondiale incluse, et puis selon son vœu le plus cher, parce qu'il est alsacien par sa mère, il sera nommé à la faculté des lettres de Strasbourg en 1919, où en fait il reprendra la chaire d'Adolphe Michaelis, le grand archéologue strasbourgeois décédé en 1910, et dont Daniela a rappelé qu'il avait essayé de faire acquérir la bibliothèque pour la bibliothèque d'Ousset en 1908 et en 1910-1911. Donc voilà sa carrière retracée assez rapidement. Il est resté, il faut dire qu'il est resté par ailleurs ancien, même après avoir été nommé à Strasbourg, parce que par ailleurs il avait épousé en 1906 la fille d'un industriel local et grand créateur, grand artiste local qui est Émile Gallet, dont il a repris la succession de la veuve plus exactement en 1914. Et ça a eu un impact sur sa carrière parce qu'il s'est beaucoup investi dans ses affaires industrielles, comme on le verra tout à l'heure dans la chronologie, et du coup il a un peu moins travaillé. Mais avant la Première Guerre mondiale, et même après encore, il a eu une œuvre vraiment très importante et très diverse qui va se refléter du coup dans le fond à la fois iconographique et bibliographique de la faculté des lettres de Nancy, puisqu'au départ, évidemment, quand il est à Athènes, il travaille beaucoup sur le monde grec égéen et balkanique, mais progressivement, il va élargir ses intérêts vers le Proche-Orient, la Syrie, l'Égypte, et évidemment le Moyen-Âge, puisqu'il choisit en 1908 des sujets de thèse qui ont trait au Moyen-Âge, certainement par volonté de s'implanter localement. C'est-à-dire qu'il se rend compte que l'archéologie grecque ne lui permettra pas de faire carrière à Nancy, et donc il choisit des sujets d'histoire médiévale, d'histoire de l'art médiéval, pour pouvoir s'implanter à Nancy.
Alors vous voyez sur cette carte localiser ses différents travaux pendant sa carrière, qui montrent que si ils couvrent en fait l'ensemble de l'Europe, ils sont quand même très localisés dans 4 grandes zones, hein, c'est-à-dire la France du Nord-Est, la Grèce et la Macédoine, la Syrie et l'Égypte, et qui correspondent chronologiquement à différents temps de son évolution scientifique, même s'il a mené de front ces différents travaux, puisque vous voyez ici sur l'analyse chronologique de sa bibliographie, justement cette évolution scientifique. Hein. Donc la chronologie se lit de haut en bas, hein, commençant en 1893 et se termine en 1938. Les barres correspondent au nombre de publications et les couleurs aux thématiques. Et donc vous voyez que la thématique grecque, le monde grec égéen, en bleu foncé et bleu clair, s'estompe très rapidement pour être remplacée par donc les études médiévales de façon très courte entre 1905 et 1908, hein. Et puis surtout l'Égypte, hein, et un petit peu la Syrie, donc l'Égypte dès 1909 et la Syrie 1924-25 pour l'essentiel. Alors vous voyez sur ce graphique par ailleurs que le temps de sa collaboration avec la bibliothèque Doucet, donc avec René Jean et la bibliothèque Doucet, entre 1908 et 1914, est vraiment une étape charnière dans sa carrière, parce qu'elle correspond justement au moment où il fait ce tournant vers l'Égypte, et donc plus tard vers la Syrie, et où il se détourne largement du monde grec égéen. Donc il y a là une temporalité qui est essentielle, parce que sa collaboration avec la bibliothèque d'art et d'archéologie va justement l'aider dans ce tournant, dans la mesure où Jacques Doucet sera comme un mécène pour lui, et en tout cas évidemment lui permettra d'éditer à grands frais des premières publications importantes sur l'Égypte. Donc on peut revoir cette chronologie d'une autre façon avec ce graphique qui met en évidence cette fois-ci le relatif déclin justement de son activité scientifique après la Première Guerre mondiale, à partir du moment où il est engagé dans l'industrie et dans les affaires, donc à la tête des établissements galais et d'une autre cristallerie nancéenne qu'il contribue à fonder en 1921. Et donc de nouveau, on voit à quel point la collaboration dans la création de la bibliothèque d'art et d'archéologie entre 1908 et 1914 a été un moment clé, un moment charnière dans sa carrière, mais qui s'est terminé en 1914, puisque la bibliothèque a fermé quelques mois au moins, lui-même était mobilisé. Et s'il a pu y retourner, probablement il travaillait un petit peu en 1916 ou 17, alors qu'il était à Paris, au bureau d'études de la presse étrangère. Comme l'a rappelé Daniela Gallo, donc la donation de la bibliothèque à la Sorbonne et surtout la nomination d'André Joubin, qui était un de ses ennemis jurés dans le monde scientifique, ont sonné le glas de sa collaboration avec cette bibliothèque. Et à ma connaissance, il n'y est jamais retourné, alors que, évidemment, avant la guerre, il y était le plus fréquemment possible. Et il a envoyé en fait des collaborateurs y travailler à sa place lorsqu'il avait vraiment besoin d'un ouvrage qui s'y trouvait. Alors, l'un de ses collaborateurs, le premier de ses collaborateurs, en fait, avant la Première Guerre mondiale, puisqu'il en a eu plusieurs, c'est donc René Jean, qu'il a rencontré à la bibliothèque de l'Union centrale des arts décoratifs en 1904. Du moins, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, parce que malheureusement, le début de leur collaboration n'est pas connu avec certitude, leur correspondance commençant à un moment où ils se connaissent déjà, même s'ils ne sont pas extrêmement familiers l'un de l'autre. Hein. Donc René Jean gardait, semble-t-il, à peu près toutes les lettres, mais la première lettre qui est conservée témoigne qu'ils sont déjà en relation de travail, qu'ils ont déjà commencé à concevoir un premier projet important qui est le récollement des tableaux de la galerie Campana envoyés dans les musées de province, dans plusieurs envois successifs dans les années 1860-1870. Et ce travail important, qui les a mobilisés pendant presque 3 ans, enfin un peu plus de 2 ans, a scellé une amitié très profonde qui ne s'est jamais démentie ensuite, puisque leur correspondance, donc commencée en 1904,
1905, se poursuit jusqu'à la mort de Paul Perdrizet en 1938. Donc René Jean est un personnage absolument clé dans l'activité scientifique de Paul Perdrizet avant la Première Guerre mondiale, et évidemment comme le médiateur, enfin l'introducteur de Paul Perdrizet auprès de Jacques Doucet. C'est par lui que Paul Perdrizet devient l'un des conseillers principaux pour le domaine de l'Antiquité et peut-être un petit peu du Moyen-Âge aussi, donc de la rue Spontini. Alors, quand on regarde l'importance de cette correspondance entre Perdrizet et René Jean, justement comme source sur l'histoire de la bibliothèque Doucet, vous voyez ici donc un graphique qui vous donne par année le nombre de lettres conservées donc, dans le fonds de l'INHA. Et vous voyez justement que cette correspondance s'effondre à partir de la fin de 1914, même si elle ne cesse jamais complètement, parce que en fait l'essentiel de cette correspondance était une correspondance de travail qui avait pour objet justement la fréquentation de la bibliothèque, la constitution des fonds de la bibliothèque, et puis les emprunts que Perdrizet y faisait. Mais cette correspondance, par ailleurs, constitue, comme je le disais en introduction, un fonds majeur pour la biographie de Paul Perdrizet, puisque vous voyez que si on la rapporte à l'ensemble de la correspondance connue par ailleurs de Paul Perdrizet, active comme passive, qui n'est pas un fonds si important que cela, je n'ai pas le chiffre exact, je ne sais plus où j'en suis rendu, mais c'est de l'ordre de 1300 unités, et bien donc les 450 lettres de la bibliothèque, de la correspondance René Jean, donc conservées à l'INHA, vous voyez, correspondent presque à un tiers en fait de la correspondance conservée. Et au moment de la collaboration autour de la bibliothèque d'art et d'archéologie, c'est vraiment la majorité des lettres qui sont conservées de Paul Perdrizet. C'est un fonds qui, vous voyez, donc le fonds ancien ou les fonds qui sont par exemple à la bibliothèque de l'Institut, aux archives de l'Institut de France, sont très inégalement conservés selon les années parce que Perdrizet détruisait beaucoup, semble-t-il, ses propres lettres. Enfin, les lettres qu'on lui envoyait. Et évidemment, ces correspondants, eux, avaient une conservation tout à fait inégale. Alors, si vous voyez, par exemple, il y a un pic énorme en 1924-1925 et qui correspond au fonds Seyrig et au fonds Dussault, qui sont donc Henri Seyrig et René Dussault, deux archéologues spécialistes du Proche-Orient, qui, eux, gardaient toutes leurs lettres. Donc, du coup, on a, pour ces 2 années-là, une très bonne distribution de correspondance, mais en fait qui correspond aux missions archéologiques en Syrie. Donc, d'un point de vue thématique, c'est évidemment très étroit. Alors, qu'est-ce que faisait Paul Perdrizet à la Bibliothèque d'art et d'archéologie, et que j'ai essayé de rendre dans ma contribution à l'ouvrage? Eh bien, donc, dès la fin 1908, il envoie des fiches pour le catalogue. Alors, j'avais regardé, donc il y a 2 ou 3 ans, le premier catalogue, les fiches du premier catalogue de la Bibliothèque d'art et d'archéologie pour essayer de repérer la main de Paul Perdrizet. C'était loin d'être évident. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de fiche dont je pense qu'elle a dû être rédigée par Paul Perdrizet, mais j'en ai pas la certitude absolue. Donc là, il y aura un travail de fourmi à faire, je le dis à Marianne, pour essayer de repérer ce fonds. Il y a par ailleurs, en fait, évidemment mieux conservées, enfin plus facile à identifier, puisqu'elles sont dans le fond des autographes René Jean, des listes, une dizaine ou une douzaine de listes, si ma mémoire est bonne, bibliographiques, qui comportent d'une dizaine à plusieurs dizaines d'ouvrages, et qui sont donc des conseils d'acquisition qui, en général, ont été mis en application, puisqu'on retrouve les ouvrages correspondants dans la bibliothèque d'art et d'archéologie, et donc aujourd'hui dans la bibliothèque de l'INHA. Alors, très rapidement, après 1909-1910, il se contente de faire des suggestions et des demandes ponctuelles d'achat qui correspondent en fait à ses intérêts scientifiques propres. Et donc là, on glisse de la fonction de conseiller de la bibliothèque à celle de lecteur, emprunteur, et qui, évidemment, sous couvert de faire progresser
le fonds se sert aussi. Voilà. Mais à la même époque, on continue à faire à lui pour des expertises biographiques, et il est intéressant de noter que, par exemple, René Jean fait envoyer directement par les grands libraires ou les grands antiquaires européens certains ouvrages chez Paul Perdrizet à Nancy pour qu'il les évalue avant de donner le feu vert à leur acquisition par la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Ce qui pose des problèmes parce que ces ouvrages ne sont donc pas étiquetés encore. Et donc parfois, il y a des confusions entre les ouvrages propres de la bibliothèque personnelle de Perdrizet et ceux de la bibliothèque. Par ailleurs aussi, il fait don de ses publications, voire de publications rares qu'il a pu récolter lors de ses missions. Donc il a un rôle important dans la constitution des fonds d'archéologie, notamment grec, mais d'une façon générale de l'Antiquité, de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Un rôle qui, malgré tout, il faut le reconnaître, est largement surestimé en raison de l'importance que la correspondance Perdrizet-René Jean a dans les autographes René Jean, qui eux-mêmes sont la source principale pour l'histoire de cette bibliothèque. Donc il est clair que, comme on n'a évidemment rien, pour l'instant j'ai l'impression, en termes d'archives des autres collaborateurs parisiens, ben, ça viendra peut-être, oui, mais il faut l'espérer. Mais comme on n'a pas l'équivalent de ce qu'on a pour Perdrizet pour d'autres collaborateurs parisiens, on est du coup conduit à surestimer mécaniquement la collaboration de Perdrizet, alors qu'elle était certainement très importante, mais voilà, qui n'était certainement pas la seule, et c'est ce que Marianne Sarda et son équipe sont en train de montrer. Alors, oui, c'est une collaboration qui est bénéficiaire aux deux parties, et on envie en fait Paul Perdrizet quand on voit ce qu'il arrivait à obtenir de la Bibliothèque d'art et d'archéologie grâce à son amitié justement avec René Jean, parce que il se fait prêter des ouvrages du XVIIIe ou du XVIIe siècle du jour au lendemain, sans barguigner de la part de la bibliothèque, qui lui envoie par la poste, bon, en recommandé quand même, mais disons qu'il est certainement le lecteur de province qui est le plus favorisé de la bibliothèque. Pour avoir dépouillé le reste des autographes René Jean, je n'ai pas trouvé d'autres lecteurs provinciaux qui aient bénéficié de faveurs de ce type. Et ça montre bien le statut spécial qu'il avait obtenu grâce à René Jean, mais grâce aussi, il faut le dire, à l'estime personnelle de Jacques Doucet, qui avait une réelle admiration pour cet archéologue et qui l'appréciait beaucoup. Et la preuve en est d'ailleurs qu'il a continué à financer ses travaux, y compris après la donation de la bibliothèque à la Sorbonne en 1917, puisque les derniers travaux qui certes étaient prévus avant-guerre, qui devaient paraître dans la collection, donc les publications pour l'enseignement de l'histoire de l'art, patronnées par la bibliothèque, n'ont pas paru dans cette collection, mais ont été financés par Jacques Doucet de façon très généreuse. Donc voilà, c'est cette histoire que j'essaie de rendre à la fois dans la correspondance et dans ma contribution à cet ouvrage. Par ailleurs, donc, je voudrais terminer en parlant un petit peu du troisième volet, qui est celui donc de l'exploitation de la valorisation du fonds iconographique, c'est-à-dire du fonds de plaques de verre de la faculté des lettres de Nancy, qui est antérieur à Paul Perdrizet pour ses premiers lots, mais qui a quand même largement été constitué par lui, et ensuite par son successeur, qui est Marcel Bullard, un autre Athénien d'une génération plus jeune que Paul Perdrizet, un spécialiste de Délos, et qui a pris sa suite à partir de 1919 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, d'où la chronologie que nous avions donnée à la fois à la carte blanche de façon générale et à ce troisième volet en particulier. Alors c'est un fonds qui est tout à fait important pour une université de province, puisque il compte 9000 plaques de verre et 4500 tirages papier, donc ça fait quand même un bel ensemble documentaire. Mais il faut bien le reconnaître, qui est très inégal et voire même peut-être un peu médiocre, on va dire, du point de vue de la qualité des photographies, puisqu'il s'agit essentiellement de reproductions
de photographies, soit commerciales, éditées par les grands éditeurs européens du genre Alinari, Braun, Bulloz, etc., soit même en fait photographiées dans les ouvrages d'histoire de l'art, dans les ouvrages d'histoire d'archéologie de l'époque. Donc, quand nous avons commencé à voir comment ce fonds pourrait être mis en valeur, l'idée s'est imposée d'aller plus loin que simplement de faire une exposition de belles photographies, puisque de toute façon, le nombre de belles photographies était réduit, ou en tout cas, ce n'était pas des photographies originales. C'est surtout ça le problème. Et l'idée est venue plutôt d'utiliser ce fonds pour essayer de le mettre au service d'une restitution d'une histoire de l'histoire de l'art à la Faculté des Lettres de Nancy, en voyant, grâce aux archives et aux imprimés de l'époque, comment on pouvait restituer ce à quoi ressemblait l'enseignement de l'histoire de l'art à cette époque, et comment l'usage de ces plaques de verre, de ces photographies, avait évolué entre 1887, qui est la première leçon illustrée de projection à Nancy, qui est le fait de Charles Dille, donc un autre Athénien, le fondateur du cours d'archéologie classique à Nancy, qui, comme vous le savez sans doute, était lui-même byzantiniste, donc il n'avait rien à voir avec l'archéologie classique. Mais il avait donc commencé à constituer un premier fonds de photographie, de positif de projection, donc et de poursuivre jusqu'à l'époque de Marcel Bullard, donc dans les années 30. Alors, il se trouve que on avait un certain nombre de leçons qui avaient été publiées dans la revue d'histoire de la Faculté des Lettres de Nancy, qui s'appelle Les Annales de l'Est, enfin qui s'appelle toujours, elle continue toujours d'exister, ou bien dans d'autres publications locales, régionales, comme le Bulletin des sociétés artistiques de l'Est. Et grâce à ces leçons, nous étions à même de faire la correspondance entre le fonds iconographique et les enseignements, car ces leçons étaient annoncées dans la presse, donc on avait leur titre précis, on avait des résumés, et parfois donc on avait le texte complet, et dans des cas exceptionnels, donc c'est le cas par exemple de la leçon numéro 3 de Paul Péadrizet, la peinture religieuse en Italie jusqu'à la fin du XVe siècle, on avait même la liste des plaques. Donc là, évidemment, c'était très facile. Mais même sans avoir ce luxe de détail, il nous a été possible, malgré tout, de faire une correspondance entre les leçons, les plaques, et évidemment donc les enseignants, et donc de présenter cette exposition qui visait justement à recréer ces leçons dans la mesure du possible et à montrer quelles images, quelles photographies étaient projetées au public nancéen pour les illustrer. Donc là, vous avez l'exemple de cette première leçon, de ce cours d'ouverture de la Faculté des Lettres de Nancy en 1887, auquel on donne une importance toute particulière à l'époque, parce que justement, c'est l'avènement, la naissance de ce cours qu'on appelle depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc, c'est Charles Dille qui le donne, et qui, alors petite particularité qui est assez amusante, fait le contraire de ce qu'il dit à la fin de son texte, puisqu'il se défend de vouloir censurer les photographies qu'il donne, et en réalité il le fait, et c'est un cas unique dans l'enseignement d'archéologie de l'époque à ma connaissance. Enfin, les autres collections qui sont publiées actuellement ne comportent pas ce genre de photographie. Donc là il y a un travail sur lequel il faudra revenir. Donc voilà, un premier exemple. À l'autre extrémité chronologique donc de la période, voici un exemple justement de leçons sur l'art de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, les sculpteurs florentins du XVe siècle. Et vous voyez, la photographie qui est en haut à droite est intéressante parce qu'elle fait partie de ces plaques de verre intermédiaires. On a en fait toutes les étapes représentées de la fabrication de ces positifs de projection. Et vous voyez qu'elle montre en fait la photographie du tirage de l'épreuve Alinari punaisée sur une planche où en fait on a réuni plusieurs épreuves et qu'on va redécouper ensuite
Et donc c'est une première étape, si vous voulez, dans la fabrication de la plaque finale qu'on va ensuite masquer, encapsuler. Donc il y a un aspect, si vous voulez, de cuisine, entre guillemets, tout cela est en ligne, hein, je vais vous montrer ça dans un instant, qui est assez amusant. Alors, ce travail, donc le catalogue n'est pas encore en cours de mise en page, mais j'espère qu'il paraîtra cette année. Ce travail se poursuit par la constitution d'une base de données sur Internet qui s'appelle les archives de l'Institut d'archéologie classique de la Faculté des Lettres de Nancy, qui est en cours de construction là encore, mais qui contient déjà 2000 images à peu près, où justement nous essayons de recréer ce lien entre les images elles-mêmes et les cours d'archéologie et d'histoire de l'art, tels qu'on peut les reconstituer d'après donc les annonces de cours et d'après les résumés qui ont été publiés, par exemple, dans les volumes de séances inaugurales de la Faculté des Lettres qui paraissaient chaque année après les discours des doyens des facultés. Donc voici un exemple. Donc l'essentiel de la base est constitué par la mise en ligne des photographies, donc c'est une plateforme Omeka. Et ensuite, chaque plaque est renseignée par la source de l'image, lorsqu'on réussit à l'identifier, source de l'image qui fait l'objet d'une fiche à proprement parler. Donc là, vous voyez par exemple, c'est un cours qui a été donné en 2 fois, les 5 et 12 janvier 1891 par Charles Dille, au moment où il avait basculé vers Rome. Daniela en a parlé tout à l'heure. Et il a utilisé l'ouvrage de Lanciani qu'il avait fait acheter par la bibliothèque d'art et d'archéologie. Et donc, comme vous voyez sur la fiche à droite qu'on a créée pour cette publication, on a lié, en fait, on a référencé les photographies de cet ouvrage qui avait été repris pour ce cours précis, et le tout étant lié à la fiche de Charles Dille. Donc c'est un peu l'exemple modèle entre guillemets de ce qu'on essaie de construire, dans l'idée que finalement donner une base de données de photographie assez banale n'a que peu d'intérêt, mais qu'en revanche faire ce travail de restitution présente donc une valeur ajoutée du point de vue de l'histoire de l'art qui justifie l'effort et qui permet de montrer donc la diffusion des supports et la construction en fait de ces cours par ces enseignants donc de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Voilà, donc on peut dire que cette carte blanche a permis à la fois de clore certains aspects d'une recherche en cours, mais en même temps de donner l'impulsion vers de nouveaux projets. Et donc de ce point de vue-là, je pense que c'était important. On peut peut-être encore ajouter que cette année, on a commencé un cours ensemble. Ah oui. C'est-à-dire que, toujours dans la même lignée, nous faisons travailler des étudiants de Master 2 sur ce fond de photographie, avec des séances sur l'histoire de la photo et de la reproduction de l'œuvre d'art, d'abord dans la gravure, pour qu'ils participent justement à l'avancement de la numérisation des différentes plaques de photos. Voilà, ça fait l'objet d'un atelier en fait, de Master 2. Voilà. Et c'est l'idée liée à ça. En fait, de nécessité vertu, parce que ça permet en même temps de faire progresser les travaux d'identification des plaques à moindre coût, on va dire. Merci. Merci à vous. Mais je pense que c'est un travail que toutes les universités devraient faire. Et la France apparaîtrait d'une autre façon dans l'histoire de l'histoire de l'art en Europe. À Tours, on a une histoire très très courte par rapport à Nancy. On avait commencé à faire une enquête. C'est une université qui est née après 68. Et donc on a fait une enquête qui permet de reconstituer cette histoire-là. Et pour moi, le modèle, c'était toutes ces universités, enfin tous les départements allemands d'histoire de l'art qui mettent en ligne l'histoire de leur faculté en remontant au 19e siècle, en parlant des premiers titulaires de chaires, etc. Et effectivement, je pense que
Mais surtout que pendant longtemps, disons dans le contexte européen, on parlait toujours d'Italie-Allemagne, mais beaucoup moins au fond de la France, à part éventuellement l'école des Chartes, l'école du Louvre, mais l'université en tant que telle, moins. Et moi, par exemple, j'ai découvert l'histoire de Nancy en arrivant à Nancy, mais je ne connaissais pas l'ancienneté et l'intérêt qui était paru évident à peine arrivé à travers les restes de la bibliothèque, mais je n'imaginais pas. Voilà, c'est bien. Moi non plus. Oui, parce qu'en plus, nous ne sommes pas lorrains ni nancéens. Peut-être c'est la raison pour laquelle on est davantage curieux aussi. Moi, je suis très content de participer à votre livre de manière extérieure, en donnant un physique, on va dire, et une forme libre. Je suis très content d'avoir assisté à la conférence et de voir que tout ça n'est pas fini. Et comment, effectivement, le livre effectivement, peut aussi être un point central qui permet d'aller au-delà. Et c'est vrai qu'on a été sollicité notamment pour faire un livre que vous connaissez certainement, qui est le livre sur la PNU de Strasbourg, PNU Strasbourg. Et je pense qu'effectivement, chaque ville devra avoir une histoire de ses bibliothèques. Et évidemment, générale et éventuellement plus l'archéologie, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez noble, semble-t-il, qui dans d'autres pays c'est déjà fait, et qui doit vraiment être un objet de recherche avec, effectivement, en allant au-delà, une mission de trouver ces petits personnages, mais c'est des personnages que si vous n'en parliez pas, moi, ça restait longtemps inconnu, et j'imagine à quelques autres également. Donc c'est vrai que ça vient dans le détail, voir tous ces personnages un peu souterrains, mais qui créent la richesse du savoir qui nous laisse aussi. Et ça remet en lumière, en fait, la plurifocalité en fait, de la France, parce qu'on a les yeux braqués sur Paris. Oui. Et c'est une réalité, c'est-à-dire que Paris, effectivement, centralise les principaux centres de documentation, d'archives, etc. Mais en réalité, quand on commence à travailler sur les actions menées sur tout le territoire, on se rend compte en fait que Paris ne peut être que Paris parce qu'il y a aussi toute cette constellation. Bien sûr. Et ce que vous rappelez tous les deux très bien dans l'introduction, c'est que Paris n'est pas la première à se doter de bibliothèques. La Sorbonne n'est pas la première. Non. Ça commence à Bordeaux, ça peut pas, mais au moulage aussi. En fait, il y a des pionniers ailleurs, et cette histoire complète de la France, il faut effectivement Qui vont nourrir Paris, en plus, des pionniers qui vont nourrir Paris, parce que Charles Dille, Albert Grenier, Nancéens, qui après font carrière à Paris, donc, ou Théophile Hommel, même chose. Le premier poste, c'est à Nancy. Et après... Mais je pense qu'en ce moment, c'est aussi très important de travailler sur l'histoire de notre discipline ici, parce que c'est un moment de transition, depuis longtemps aussi, de ce que doit être l'histoire de l'art aujourd'hui, dans l'enseignement et dans la pratique aussi de la recherche. Et je pense que réfléchir sur ce qu'elle a été à un moment peut aussi être très, très fertile, très intéressant. Et puis, parallèlement, l'histoire vraiment du livre, de l'objet livre, je trouve ça extraordinaire. Oui, mais c'est merveilleux. Lorsque, justement, le livre, on ne sait pas si ça reste, si ça disparaît ou quoi, je pense que c'est le moment. Mais merci, monsieur. À vous, vraiment, merci beaucoup. Et d'autant plus aussi que ce que vous avez dans le livre, c'est que c'est un mot d'une audace assez folle, avec un mouvement d'expérimentation, de l'organisation, des savoirs, de comment on crée une topographie de savoir l'histoire de l'art. C'est très libre. Oui. Et aujourd'hui, la barre de Caroline est en train de réfléchir à comment revenir à cette aussi invention d'un lieu qui est à la fois exposition, conférence et en même temps l'espace de pensée pour revenir à cette audace. Mais il faut ça. Je pense que si on se rend compte de cette possibilité, parce que souvent étaient des particuliers, et parfois qui n'étaient pas riches, Warburg avait des sous, mais les Allemands de Florence, non. Ils trouvent de la pluie d'abord dans un appartement et puis un peu à la fois. Donc il suffit de vouloir, au fond. S'il y a une dynamique, on y arrive et on porte. Père Drizet, au fond, s'il ne s'était pas marié avec une dame riche, lui non plus n'aurait pas eu beaucoup de sous. Mais il avait des idées. Donc il faut faire. C'est ça que parfois peut-être manque.